Je vais me présenter aussi, je suis Denis Dorval, je suis gestionnaire de projet à l'ACFO Ottawa pour le programme Ottawa Bilingue et c'est moi qui va s'occuper de l'animation d'un super panel qu'on vous propose aujourd'hui. Mais avant de commencer, testons le chat. On aimerait bien que vous partagiez un petit bonjour dans le chat puis que vous incluez votre nom, votre ville de résidence, votre titre ou votre occupation si vous travaillez pour un organisme, par exemple. On aimerait bien savoir où est-ce que où est-ce que notre webinaire a rejoint les gens, puis pour quel organisme vous travaillez exactement. Donc, je vous encourage à partager de l'information dans le chat si ça vous intéresse. Pour le déroulement du webinaire, on va faire un petit tour de table avec les panélistes qui vont pouvoir se présenter et présenter qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'adapter face à la crise du COVID-19. On va ensuite poser des questions, un panéliste à la fois, pour aller plus en détail dans ce qu'il propose comme méthode d'adaptation durant cette crise-là. Et on va aussi, à la fin du panel, donc dans les derniers 20 minutes, prendre des questions de l'audience. Donc, si vous avez des questions pour nos panélistes, je vous encourage à les mettre dans le Q&A. Comme ça, à la fin du panel, on va pouvoir y répondre. Même si c'est une question qui est spécifiquement pour un panéliste ou pour l'ensemble du panel, je vous invite à partager votre question. Comme ça, on va pouvoir l'adresser à la fin du panel. Sans plus tarder, je suis vraiment content de présenter un vraiment beau panel qu'on a pu assembler pour ce webinaire. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir vous donner quand même quelques astuces sur quoi faire pour adapter vos programmes. Donc, on a Yael Tibus, qui est gestionnaire senior pour TechSoup Canada. On a Xavier Forget, qui est producteur associé au Centre national des arts. On a Sarah Darafi, qui est assistante pédagogique pour l'Alliance française d'Ottawa. Catherine Andrews-Clay, qui est la gestionnaire de bénévoles COVID-19 chez Bénévoles Ottawa, et Nathalie Falardeau, qui est coordonnatrice de projet au Patro Ottawa. Donc, vraiment, je remercie les panélistes d'avoir accepté de relever le défi de vous présenter du contenu intéressant pour comment bien convertir votre contenu vers le virtuel ou adapter à la distanciation sociale. Et sans plus tarder, je vais poser la première question à notre premier panéliste, si je peux trouver mes questions quelque part. Donnez-moi 2 secondes. Ah, ils sont là, OK. Donc, on va faire un petit tour de table avec les panélistes. J'aimerais que vous présentez votre organisme, que vous nous dites c'est quoi les effets ou les défis causés par la COVID-19 sur vos services et vos activités, puis comment est-ce que vous avez adapté votre programmation en raison de la crise COVID-19. Donc, Yael, je t'invite à répondre, à commencer le tour de table si tu veux bien. D'accord. Ben, déjà, merci de nous recevoir aujourd'hui. Euh, TechSoup Canada est un organisme à but non lucratif basé à Toronto. On fait partie du Centre pour l'innovation sociale. C'est un programme du Centre pour l'innovation sociale. Euh, Ce qui fait qu'on a à Toronto, donc on n'a pas vraiment beaucoup l'opportunité parfois de prendre part à des panels francophones. Je suis extrêmement ravi de pouvoir interagir avec nos membres et ici présents. Donc, à TechSoup Canada, notre mission est de rendre la technologie accessible pour le secteur communautaire. Et c'est quelque chose que l'on accomplit à travers notre programme de dons de logiciels. Donc, on établit des partenariats avec des compagnies technologiques comme Microsoft, Google, Symantec, Norton, et on rend leur programme accessible pour les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif et les bibliothèques au Canada. La deuxième façon dont on accomplit cette mission qui est de rendre la technologie accessible, c'est à travers un volet éducationnel. Donc, on crée des ressources en ligne, des blog posts, des articles, on organise des webinaires et d'ailleurs, au cours des prochains mois, on va lancer une toute nouvelle plateforme de formation en ligne qui s'appelle TechSoup Courses. Donc, quels sont les effets ou les défis causés par le COVID-19 sur nos services et nos activités? Donc, nous sommes un programme qui est basé sur le web. Nous sommes basés à Toronto, mais on est un programme national et on a un rôle vraiment de soutien pour le secteur. Donc, ce qui nous donne un peu plus de flexibilité que la plupart de nos membres. Au début de l'année, on avait déjà 20% de notre effectif qui avait commencé à travailler à distance de façon permanente. Donc, le plus gros ajustement a été avec cette crise vraiment à un niveau des infrastructures. On a dû accélérer et finaliser des projets d'amélioration de nos opérations afin d'avoir
100% de notre équipe capable de recevoir des appels à partir de leur domicile et aussi de continuer à soutenir nos membres. Par rapport à nos activités, on a vu une forte augmentation du nombre de demandes, des demandes d'inscription, des demandes de validation, des demandes d'accès à des dons de logiciels ou bien même des réductions ou des commandes de matériel reconditionné. Ce que ça montre, c'est que vraiment aujourd'hui, plus que jamais, notre mission reste pertinente et car vraiment chaque dollar compte et il y a un besoin du secteur de se transformer numériquement. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. On va maintenant passer avec les mêmes questions à notre prochain panéliste, Xavier Forget. Qu'est-ce que pour vous a été les plus grands défis là, causés par le COVID-19? Puis comment est-ce que vous avez adapté votre programmation en raison de la crise? Nous, le Centre national des arts, comme vous le savez, c'est des salles de spectacle, des salles de banquet, un restaurant, un café. Ça a eu un énorme impact. On a dû fermer. Donc, il n'y a pas personne. Je pense que présentement, il y a peut-être 3 êtres humains dans le CNA qui s'assurent que c'est un endroit sécuritaire, mais sinon, tous les employés travaillent de la maison. On a dû annuler ou reporter tous nos spectacles, petits et grands. Donc, ça a un énorme impact. Évidemment, on ne sait pas plus que vous quand est-ce que tout ça va pouvoir recommencer et de quelle manière. On entend toutes sortes de modèles de distanciation, de salles de 30 tout ça. Il n'y a personne qui a la réponse en ça, en tout cas pas à ce jour. Alors, nous, assez rapidement, on a été assez chanceux. On a vu, donc vous avez tous vu un peu la communauté artistique assez rapidement, les concerts sont tombés et on a vu rapidement, dès le premier week-end du confinement, les artistes ont commencé à prendre la scène, en fait, de leur salon, de leur chez-soi, sur Facebook, entre autres, ou Instagram. Donc, ils ont pris d'assaut les médias sociaux pour donner des concerts. Et à Ottawa, il y a des bureaux de Facebook Canada. Et ces gens-là, on les connaît et eux nous ont approchés en disant comment on peut aider les artistes. Ça a été vraiment ça le début de la discussion, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les artistes, à leur donner des sous. On sait que c'est un milieu qui était précaire. La sécurité d'emploi n'existe pas vraiment. Alors, ils sont arrivés avec un premier chèque de 100 000 et on a discuté avec eux et on est arrivé avec ce concept-là ils pourraient continuer à faire ces concerts de salon-là. On ne peut pas les inviter à venir au CNA. C'est barré. Même chose avec toutes les salles de spectacle. Donc, on va faire ce projet-là qu'on a appelé Canada en prestation, Canada Performs. Donc, en échange d'un concert de salon, ce qu'il faut faire en seul ou en petit groupe, certains des fois sont en couple et tout, le donnent. Donc, c'est un truc qu'ils font eux-mêmes chez eux. Nous, on aide un peu à la promotion de ça sur les médias sociaux, entre autres. Et en échange de ça, on leur donnait un cachet. Donc, assez rapidement, on a inventé une nouvelle mécanique pour recevoir les applications. Vous pouvez imaginer que quand on a dit aux gens, envoyez-nous des applications pour des concerts maison et on va vous donner 1 000 $, on a eu passablement de courriels. Alors, on a fait un tri là-dedans. Puis là, il y a eu d'autres. Donc, c'est quelque chose qui a eu quand même une bonne presse. La preuve, vous m'invitez pour en parler. Et puis, il y a eu d'autres commanditaires qui se sont joints. Donc, la RBC s'est joint à ça. Slate Music est un autre partenaire qu'on avait. Facebook a continué à donner de l'argent. Donc, on a pu grossir. En fait, on n'a pas grossi, on a juste continué plus longtemps. On a juste pu aider plus d'artistes. Donc, c'est sûr que c'est vraiment on a vu ça au départ comme un genre de fonds d'urgence. Là, quand les fonds d'urgence du gouvernement sont arrivés, on s'est assuré. Il y a eu comme un petit moment où les gens étaient un peu craintifs, ne voulaient pas se faire couper les prestations pendant 3 mois en échange d'un concert. Donc, tout ça, ça s'est résolu. Donc, si quelqu'un fait un spectacle avec nous, ça ne leur coupe pas leur prestation d'urgence de revenus. Donc, tout le monde est heureux. Donc, là, on arrive un peu à la fin de ça. À la fin du mois de mai, les fonds vont être tout distribués. En fait, c'est pas, on ne garde rien de cet argent-là. Donc, on va avoir passé près de 700 spectacles petits et grands. Donc, c'est beaucoup d'artistes qu'on a aidés à travers le Canada. Nous, on ne l'a pas fait pour nous. Ça ne change rien pour nous. Ce n'est pas notre sécurité d'emploi à nous. C'est vraiment pour aider les artistes chacun ses choix. Ça a fait quand même une petite différence. C'est sûr que c'est pas ça qui va
changer tout le milieu, puis ce n'est pas non plus un modèle qu'on peut voir à long terme. Mais là, on est en train d'imaginer la suite. Qu'est-ce que ça peut être, cette suite-là, dépendamment encore là combien de temps la crise va durer et quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à occuper les salles de spectacle, quand est-ce que les publics vont pouvoir revenir. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on travaille présentement. Oui, c'est surtout le qu'est-ce qu'on ne sait pas après la crise ou combien de temps que la crise va durer, que ça peut rendre ça difficile, mais on va peut-être pouvoir vous poser plus de questions sur l'après. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, moi aussi, de mon côté, parce que c'est bien que vous avez mis ce fonds d'urgence-là, mais après, comment est-ce qu'on fait pour l'industrie des artistes, par exemple, dans la capitale nationale aussi. Donc, merci pour ton intervention, Xavier. Maintenant, on va aller avec Sarah, qui a quand même apporté beaucoup de changements chez l'Alliance française d'Ottawa dans les derniers mois. Dans le fond, pour vous, l'Alliance française d'Ottawa, c'est quoi les effets de la crise COVID-19 puis comment est-ce que vous avez adapté vos programmes? Bonjour à tous. Oui, alors, je suis Sarah Dorafi, je travaille à l'Alliance française d'Ottawa, qui est une association à but non lucratif qui existe depuis 1905 et qui fait partie d'un réseau en fait international. Donc on est un centre de langue, on offre des cours de français principalement aux adultes. On est également centre d'examen, donc on accueille en fait des personnes qui ont besoin de faire évaluer leurs compétences en français pour des raisons professionnelles, académiques, pour l'immigration. On est également centre culturel. Donc, on a une médiathèque où on a en fait des ressources pour nos apprenants ou pour nos membres. Et puis, on a une petite programmation, expositions, conférences, ciné-club. Donc, nous, en fait, on a dû fermer. Donc, on est fermé depuis le 16 mars. Et immédiatement, on a basculé en fait tous nos personnels en télétravail. Donc, les conséquences sur nos activités, ça a été qu'on a réussi on n'a pas annulé de cours. On a réussi en fait à modifier les modalités d'exécution pour nos cours en basculant en ligne. Et on a eu une très petite perte d'activité parce que il y a quelques personnes qui ont choisi en fait de mettre en pause leur formation de français temporairement, principalement pour des raisons de situation personnelle. Quand on est à la maison, qu'on doit garder les enfants, on n'a pas forcément la disponibilité pour en plus prendre des cours de français. Donc ça a été une petite perte pour les cours, mais très minime. Pour les tests, on a dû en fait annuler et reporter, pour le moment on ne sait pas quand, l'accueil des tests. Et pour les activités culturelles, offrir en fait ces activités culturelles en ligne. Parfait, merci Sarah. Tu as même amené l'élément visuel pour qu'on puisse bien voir ce que l'Alliance française d'Ottawa offre. Donc, merci beaucoup pour ça et ton intervention. On va aller avec Catherine Andrews-Clay, qui travaille chez Bénévoles Ottawa. Puis on sait que durant la crise COVID-19, il y a eu une grande vague de solidarité aussi. Les gens voulaient s'engager côté bénévole pour amener de l'appui. Mais comment est-ce qu'on fait pour gérer des bénévoles quand il faut exercer des exercices de distanciation sociale et que la formation, par exemple, peut être difficile à offrir aux bénévoles? Donc, Catherine, je t'invite à présenter Bénévoles Ottawa et comment est-ce que vous êtes adapté durant la crise COVID-19? OK, merci beaucoup pour l'invitation pour vous joindre cet après-midi. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Comme Denis a dit, je suis Catherine Andrews-Clay. Je travaille chez Bénévoles Ottawa sur un contrat à court terme, spécifiquement pour gérer les bénévoles pour COVID-19. Ça, c'est grâce à une subvention de Centraide de l'Est de l'Ontario, la Ville d'Ottawa et la Fondation communautaire d'Ottawa.
Bénévoles Ottawa aide la communauté par fournir les compétences, les connaissances, les liens et les ressources dont les organisations à but sans lucratif et les organisations de bienfaisance d'Ottawa ont besoin pour faire une différence marquée dans notre ville. Je viens juste de commencer, ça fait 3 semaines, alors je ne peux pas dire trop de commentaires au sujet de l'impact sur l'organisation elle-même. Mais comme tout le monde, les services et les activités sont devenues virtuelles autant que possible, il y a des événements qui ont été reportés à l'automne. La semaine d'action des bénévoles, c'était tout virtuel. On fait ce qu'on peut. Et je vais vous expliquer comment on a adapté en raison de la crise dans mes prochaines réponses parce que ça fait part de les réponses qui s'en viennent. Merci. Parfait, merci Catherine. Donc, j'ai hâte de voir, en plus, j'ai hâte de te questionner sur les questions de bénévoles à Ottawa durant la crise du COVID-19. J'avais moi-même plusieurs collègues et amis qui voulaient s'impliquer, mais qui ne savaient pas comment s'impliquer durant cette crise-là. Donc, ça va être intéressant d'entendre davantage. Maintenant, on a notre dernière panéliste, Nathalie Falardeau du Patro Ottawa, qui est dans l'Est ontarien. Fait qu'il y a des problèmes Internet, mais là, ça semble être bien réglé, Nathalie, si je ne me trompe pas. Non, dans le fond, là, au lieu d'être sur mon ordinateur, je suis avec mon téléphone cellulaire, là. Donc, l'Internet est complètement parti là, de mon côté. Mais au moins, tu es résiliente, comme le Patro Ottawa, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous êtes adapté durant la crise COVID-19? Oui, certainement. Donc, on a toujours un plan A, B et C. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Patro d'Ottawa, c'est un centre communautaire qui offre des programmes et des activités socio-récréatives et culturelles. On est situé dans la basse-ville, puis on fait partie d'un réseau de 7 patros. On est le seul hors Québec et on offre un milieu de vie aux enfants, aux adolescents, les personnes adultes ayant un handicap intellectuel, aux personnes aînées. Et on a également un volet communautaire. Moi, mon rôle, c'est coordonnatrice de projet, donc c'est toutes les études, la gestion des demandes de financement, les subventions, aller chercher des partenaires, les activités de levée de fonds et tout ça, le marketing et les communications. Donc, au niveau des défis qu'on a, bien sûr, c'était la fermeture du Patro. La semaine où on était prêt à offrir un camp de mars. Donc, les premières choses qu'on a dû faire, c'est vraiment informer toute notre clientèle pour dire malheureusement, on ne peut pas vous accepter en raison de la pandémie puis de la sécurité. Puis les programmes ont été reportés pour une durée indéterminée. Mais on savait dès la première semaine qu'il fallait être créatif puis il fallait trouver d'autres solutions. Mais la première chose qu'on a dû faire, c'est d'adapter le télétravail. Donc, on peut s'imaginer que nos employés, plusieurs des employés, des animateurs, des coordonnateurs, ce sont des gens de terrain qui sont très peu à l'ordinateur. Donc, ça a pris un petit peu de temps d'ajustement. On a travaillé très fort avec notre fournisseur de services techniques informatiques pour pouvoir mettre à niveau aussi les ordinateurs à la maison et pouvoir avoir accès aux dossiers qui sont sur les bureaux. Et par la suite, c'est ça, c'est la formation des employés, découvrir les différents outils et logiciels, puis faire la formation. Donc ça a pris environ un bon 3 semaines avant de pouvoir vraiment débuter la programmation virtuelle. Mais on avait déjà commencé dès la première semaine avec des appels téléphoniques, mais je vais en parler un peu plus tard. Ou est-ce que j'en parle tout de suite? Non, c'est bon, tu peux en parler plus tard. J'aime ça. Tout le monde a mis le suspense pour le reste du panel. C'est parfait. Tout le monde a dit j'ai quelque chose d'intéressant à dire pour plus tard. Donc, on va commencer le plus tard tout de suite en allant avec des questions beaucoup plus spécifiques par panéliste. J'invite les gens qui regardent le webinaire aussi à poser des questions. Je vois qu'il y a des gens qui l'ont fait. Comme ça, à la fin, on va avoir quand même une période de 20 minutes de questions pour l'ensemble du panel, pour certains panélistes que vous voulez avoir plus d'informations sur quelque chose. Donc, je vous invite à appuyer sur le Q&A et ne pas vous gêner pour poser des questions.
On va commencer avec Yael qui avait commencé le bal, donc on va lui laisser recommencer maintenant les questions individuelles. Je vais poser 3 questions par panéliste pour aller plus en détail dans ce qu'ils ont fait pour s'adapter durant la crise du COVID-19. Puis Yael, dans le fond, TechSoup, comment est-ce que vous continuez à offrir des services malgré la situation de la crise du COVID-19? Ou peut-être que comment est-ce que vous avez adapté vos services pour répondre à des besoins de la communauté, par exemple, durant la crise du COVID-19? Oui. Donc c'est vrai que lorsque la crise a commencé, nous nous sommes posés tout de suite des questions sur quelle était la meilleure façon d'aborder cette situation. Donc, dans un premier temps, on a créé un plan d'action, mais avant tout, on est revenu à notre philosophie principale, à notre corps, qui est vraiment de considérer la technologie comme un outil et non pas comme une solution. Donc, c'est vraiment un outil pour accomplir la mission. Et c'est vraiment généralement l'approche que l'on recommande à nos membres lorsqu'ils nous contactent parce ils ont entendu parler d'un programme et ils veulent sauter dessus. Euh, mais c'est vraiment voir le programme et déterminer, essayer de déterminer si c'est vraiment un programme qui va bénéficier de la mission de l'organisme. Euh, donc, la technologie, c'est vraiment quelque chose qui doit venir en dernier. Avant, c'est vraiment le personnel, le conseil d'administration et puis même les clients, le secteur communautaire. Pour nous, c'était vraiment ça. Donc, on s'est posé les questions, par exemple, euh, comment est-ce on peut apporter de la stabilité à notre équipe? Comment est-ce qu'on peut leur permettre de garder une certaine santé mentale quand ils ont des enfants à la maison qui sont en train de pleurer ou bien qui se jettent contre les murs? Donc voilà, ça, c'est des questions qu'on s'est posées. Deuxièmement, il y a aussi, en tant qu'organisme, dans une période comme celle-là, il faut faire preuve d'agilité. Euh, il faut identifier, enfin, on a identifié qu'est-ce quels étaient les aspects de notre travail que l'on souhaitait euh, conserver, qui allaient rester, et aussi quels sont les aspects que l'on devait changer. Par exemple, par rapport à notre programmation, c'est le volet éducationnel est quelque chose qui reste puisque bon, il y a une transition numérique qui se fait et il y a un besoin d'apprentissage de ces technologies. Donc, par contre, par rapport à la crise, ce qu'on a fait, c'est on l'a contextualisé avec la situation de la crise du Covid-19. Donc, on a créé des articles avec le télétravail, la cybersécurité, le volontariat en ligne, mais toujours dans un contexte de Covid-19. Parfait. Puis tu parlais justement côté défi technologique. La technologie, c'est pas une solution, c'est un outil. Mhm. C'est quoi justement les risques ou les opportunités technologiques que peut offrir une programmation en ligne, par exemple? Ben, en général, lorsqu'il y a des risques technologiques, donc c'est vrai que lorsqu'on on transitionne vers un fonctionnement numérique, il y a déjà une perte du contact informel. Donc, on est coupé de notre équipe et il y a des problèmes qui pouvaient être résolus en 30 secondes par une simple conversation, peuvent prendre 30 minutes d'échange d'email, de courriel plutôt. Euh, Aussi, il y a un aspect bénéfique on va au bureau et on a des interactions avec nos collègues. Ce sont des interactions sociales qui parfois, lorsqu'on a des collègues sympas, ça apporte un côté positif, en fait, ça contribue vraiment à notre stabilité. Là, aujourd'hui, on utilise Zoom. Il y a eu énormément de conversations autour de la plateforme Zoom. Euh, et donc, il y avait des risques sur l'accès ou bien des gens qui rentraient dans des salles de réunion et prenaient possession de la salle. Donc, ce sont des risques qui sont évitables par l'application de pratiques, de bonnes pratiques. Donc, utiliser un mot de passe ou bien établir une salle d'attente lorsqu'on crée une salle de réunion. Et puis, juste en général, lorsqu'on collabore en ligne, lorsqu'on partage des documents, il y a des pratiques sécuritaires à adopter dans le partage des fichiers. C'est bien d'établir un système de permission qui permet de contrôler qui peut voir, qui peut éditer
ou bien même qui peut éditer le document. Parfait. Puis, comment est-ce qu'on peut justement, lorsque nos défis technologiques d'adapter nos programmes vers le en ligne est beaucoup trop grand, comment est-ce qu'on peut accéder à des services d'appui technologique qui sont abordables puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui font partie d'organismes qui n'ont pas un énorme budget pour faire l'adaptation technologique. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir accès à des services d'appui technologique abordables? C'est exactement où TechSoup rentre en jeu. Donc, notre mission est vraiment de soutenir le secteur communautaire avec ces besoins-là. Donc, si vous êtes un organisme à but non lucratif, un organisme de bienfaisance, une bibliothèque, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre site internet techsoupcanada.ca et donc vous pourrez bénéficier de partenariats, enfin de logiciels comme de logiciels de gestion de projet comme avec Asana, communication interne avec Slack, on a un partenariat avec Slack. Nous avons aussi des outils cloud comme Box, Google for Non-Profit, Microsoft 365 et aussi de la visualisation de données. Donc voilà, n'hésitez pas d'en parler à vos pairs, à vos collègues. Plus nous sommes nombreux, plus on a un impact positif et important sur le secteur. Et on permet d'économiser des fonds et de les rediriger vers des fins qui sont plus importantes, comme payer pour un volontaire ou bien même réinvestir dans votre programme. Parfait. Merci à elle pour ton intervention. Je pense que ça amène quand même on se rappelle, les outils technologiques, ce n'est pas la solution, c'est un outil, puis il faut bien le comprendre pour bien l'utiliser parce que ça comporte quand même plusieurs risques. Donc, merci pour ton intervention, c'était très intéressant. On va aller avec Xavier, tu l'as quand même bien abordé dans ton introduction. On voit que l'industrie des artistes a quand même pris un grand coup durant la crise 2019, la crise du COVID-19. Mais comment sérieux est-ce que c'est ce coup sur l'industrie des artistes au Canada? On sait déjà, c'est extrêmement sérieux. On sait déjà que tout ce qui est représentation uniquement comme le théâtre, la danse, c'est complètement arrêté. Même que ces compagnies-là ne peuvent même pas répéter présentement. C'est même pas, tu peux travailler sur la création, mais tu ne peux pas être dans la même pièce pour faire une scène de vie de famille dans une pièce de théâtre. C'est impossible parce que, en 2 mètres, ça ne fonctionne pas. Donc, tout ça est arrêté. En musique, on sait déjà, ça a été plusieurs fois mentionné, ce n'est pas le disque qui vend présentement. Donc, c'était les revenus du spectacle qui aidaient à faire vivre les musiciens, les auteurs-compositeurs. Donc, ça aussi, c'est arrêté, le spectacle. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui va juste sur le spectacle, les pages Internet des artistes pour leur acheter des T-shirts. Donc, c'est vraiment pas génial. C'est une situation qui est très stressante. On pense tous qu'on va perdre des joueurs parce que les gens vont se trouver d'autres choses ou je pense pas qu'on a à s'inquiéter. Le CNA ne va pas fermer demain matin, là, mais par contre, c'est aussi toutes les petites salles, les cafés, les bars qui offrent des spectacles qui vont être capables de payer les loyers. Donc, c'est tout quand même en fait, c'est comme toute l'économie en général. Là, c'est un milieu qui est quand même assez fragile. Et là, c'est très inquiétant parce qu'on n'a toujours pas d'idée parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, cette maladie-là. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va pouvoir reprendre. Donc, c'est difficile de faire vraiment un plan de relance. C'est difficile pour nous-mêmes de planifier notre prochaine saison avec précision parce qu'on n'a même pas d'idée à quel moment et comment on va pouvoir le faire. Donc, c'est ça qui est extrêmement stressant. Oui, pour l'instant, on le fait en numérique, mais on est quand même, nous, en tout cas, dans le cas du monde du spectacle, on est quand même des entremetteurs. On essaie de faire rencontrer les artistes et des êtres humains dans la même pièce. C'est un peu ça le but. C'est pas juste de faire entendre la chanson ou de la pièce de théâtre, c'est aussi de la faire partager dans un moment unique, dans un lieu unique. Donc, pour l'instant, c'est difficile à prévoir comment ça va se faire. Moi, je reste optimiste. Je pense que ça va se faire, mais tout ça dépend encore des autorités puis de l'évolution de la maladie. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de personne. Là, on est tous dans une situation qui est nouvelle. On n'a jamais vécu ça, personne de notre vivant, du moins. Et donc, on apprend au jour le jour, mais ce qui est inquiétant, c'est la durée, je pense. Si ça avait été une crise de 2 semaines, bon, on reprend, mais là, c'est même que on ne sait pas comment la reprise va se faire. Mm-hmm. Mais tu me parles beaucoup, nous, à l'ACFA Ottawa, on dit que les artistes veulent faire vivre des choses ensemble. Nous, l'ACFA Ottawa, on essaie de faire vivre
la langue française ensemble par des rassemblements, des organisations d'activités francophones. Mais vous avez quand même répondu à un certain besoin assez rapidement, puis vraiment rapidement. Là, je vous ai vu, CNA, ça a sorti tout de suite le programme Canada en prestation. Comment est-ce que vous avez mis ça si rapidement? Vous l'avez lancé et tout, vous avez eu un partenariat avec Facebook. Comment est-ce que ça s'est arrivé? Puis comment est-ce que vous l'avez fait si rapidement que ça? Ben, en fait, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de participation. En fait, c'est toute la partie technologique pour nous. C'est quand même relativement simple. Les musiciens, surtout aujourd'hui, ont tous plus ou moins comme des studios maison, donc ils ont tout au moins quelques microphones et tout. Donc, la technologie, surtout les plus jeunes, c'est leur quotidien. Ils s'enregistrent constamment, ils sont sur les médias sociaux. Donc, tu sais, ils ne nous ont pas attendus pour le faire. Il y en a qui le font. Il y en a plein qui le font en dehors de notre programme. On n'a pas inventé quoi que ce soit, mais ça s'est fait rapidement. En fait, on est quand même une équipe, on vit quand même dans l'expression, on vit quand même le The Show Must Go On. Donc, toute l'institution, assez rapidement, bon, il y a eu le choc de la fermeture. On a commencé à se brancher. On a comme réglé ces problèmes-là. Puis assez rapidement, ça a été de OK, on peut faire ça. On a de l'argent. Comment on le distribue? Donc, on a inventé un formulaire assez simple. Notre service de finances, de comptabilité a embarqué de oui, on va être capable de faire sortir des chèques ou des virements bancaires. Voici l'information que ça nous prend. Donc, on a inventé un peu cette mécanique-là qui est pas très intéressante à discuter. Mais donc, tout ça, ça s'est fait comme dans les coulisses. On a établi une procédure et là, on a tout un personnel de marketing qui travaille aussi. C'est tout une mécanique, là, ça change constamment. On ajoute des événements quotidiennement. Là. Comme je vous dis, ça achève, là, mais il y a des temps où on en ajoutait là, plusieurs par jour dans un avenir plus ou moins rapproché. Donc, on crée ça sur Facebook. On a des graphistes qui font des petits mini-affiches. Donc, il y a comme toute une équipe maintenant là, qui travaille là-dessus quotidiennement, mettre l'événement en lien sur notre page quand ça commence. Puis aussi, on fait un peu de support technique parce que on a des artistes, des auteurs. On travaille aussi maintenant avec les auteurs. C'était un peu ma Ils ne prochaine connaissent rien question. du tout à ça. Là. Donc, on a des gens avec qui on a passé quelques heures au téléphone ou en vidéoconférence pour leur expliquer sur quel bouton peser puis, pour que ça fonctionne. Il y a eu quelques ratés, certains hors du contrôle des artistes, là, des connexions Internet qui lâchent. On travaille à travers le pays, donc il y a des régions qui sont moins bien connectées avec la haute vitesse que dans les régions métropolitaines. Donc, on a plusieurs défis. Il y a eu quelques ratés, mais je dirais que sur à peu près 500-600 événements, on a quand même une bonne moyenne au bâton, je dirais. Mais c'est ma prochaine question, c'est dans le fond, c'est quoi les barrières logistiques d'avoir plein de directs en même temps? Comment est-ce que vous faites pour justement donner cette formation-là à des gens qui ne sont pas habitués de la technologie? Comment est-ce qu'on fait pour... Tu sais, parce que des fois, quand on veut rassembler des gens, c'est des gens de tout âge, de toute culture. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on reste accessible malgré le nombre de diffusions qu'on a à faire puis l'horaire chargé qu'on peut avoir, par exemple? Mais tu sais, il faut les prendre toutes individuellement. Fait que notre horaire est chargé. Aujourd'hui, il y a peut-être 8-10 différents événements qui ont lieu avec 8 ou 10 différents publics aussi. Là. Donc, c'est pas, on n'essaie pas de vous en vendre plein. De toute façon, tout ça est gratuit. Donc, ça va selon vos préférences. Tout ça est quand même produit par les artistes eux-mêmes de chez eux. Donc, on a 500-600 différents producteurs. Donc, on répartit la tâche de travail. Beaucoup sont très habitués à ça. C'est pas si compliqué que ça. Là. On se fait une vidéoconférence chacun chez soi présentement, puis on commence à être habitué. Donc, le Facebook Live ou le Instagram Live ou peu importe le médium de choix, il y a beaucoup de gens qui sont quand même assez familiers, même meilleurs que nous. Là. Moi, personnellement, je n'y connais pas grand-chose. Mais on a des gens qui se sont mis à chercher. Là, puis on a trouvé des trucs, puis des tutoriels. Puis il existe plein de monde qui ont fait des vidéos Facebook, de YouTube, de comment faire un Facebook Live. Donc, on peut leur envoyer des liens. Donc, tout ça, ça s'est partagé. Les artistes aussi ont découvert ça, puis se parlent entre eux. Donc, c'est assez intéressant l'échange. Donc, cette partie-là technique est assez c'était quand même assez simple à résoudre. Certains, ça prend juste plus de temps parce qu'ils n'y comprennent vraiment rien, mais il y a toujours quelqu'un qui ne comprend rien en informatique. Mais je dirais que dans l'ensemble, c'est quand même un outil de travail, surtout pour les artistes professionnels, là, quand même assez régulier. Là. Donc, Facebook, ils sont là-dessus assez fréquemment. C'est une façon de garder le contact avec leurs fans ou Instagram ou autre. En parlant de Facebook, comment est-ce que vous avez réussi à établir un partenariat si important que ça avec une grande... C'est sûr que c'est déjà, c'est pas nouveau, là, c'est quand même une relation qu'on a développée
Leur bureau, pour la petite histoire, n'est pas très loin. Donc, tu sais, tu as du CNA, là. Donc, c'est quand même des gens qu'on croise. Ils ont été des partenaires, entre autres, dans le lancement, ce qui semble être une éternité, là, mais en septembre dernier, avec notre théâtre autochtone, ils ont été des partenaires dans ça. Tout le festival lancement, le Moshkimo, ils ont été des partenaires. Donc, c'est quand même des gens avec qui on parle depuis un certain nombre d'années. Donc, puis c'est quand même eux qui nous ont approchés. Dans la petite histoire, M. Chan, qui est un des dirigeants de Facebook Canada, était à New York au moment où il a vu genre la dernière représentation d'une comédie musicale. Le lendemain, c'était fermé. Fait que ça l'a marqué. Il a vu New York arrêter. Il a vu Broadway s'arrêter. Donc, ça l'a marqué. Et il nous a approchés. Puis, c'est déjà, il connaît les gens chez nous. Donc, cette relation-là est arrivée assez vite. Puis on a eu d'autres commanditaires après qui ont appelé ou qu'on a rejoint puis qui ont voulu embarquer. Donc, mais ça a été tout quand même un travail d'équipe. Il y a tout un travail en coulisses que les gens ne voient pas là, pour faire ces réalisations-là. Mais on a quand même changé un peu le focus de ce que l'organisation faisait. On a arrêté de vendre des spectacles à l'unité individuellement, le théâtre ou la danse ou la musique classique. C'est que ça qu'on fait pour l'instant. Notre lancement de saison qui devait être prévu, j'oublie la note, mais c'était en mars, complètement arrêté. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir lancer notre saison et quelle saison ce sera non plus. Donc, on a beaucoup de gens, beaucoup de collègues qui travaillent là-dessus présentement. Parfait. Puis si vous avez d'autres questions pour Xavier, je vous invite à poser des questions dans le Q&A. Merci pour ton intervention. C'est intéressant. Puis c'est beaucoup de direct, disons. Moi, j'ai de la misère à imaginer comment vous pouvez tout coordonner ça, mais il semble qu'avec le travail d'équipe, c'est possible. Donc, merci pour ton intervention. On fait ça sur un Google Sheet. On est tous sur la même page. Je suis pas sûr qu'il n'y a pas trop. C'est très, très simple, en fait. On n'est vraiment pas très... on n'a pas des outils très haute technologie non plus, là. Bien, parfait, merci. On va maintenant passer à Sarah. Donc, dans le fond, Sarah, vous, c'est vraiment de l'éducation que vous faites. C'est quoi les défis ou les opportunités de faire de l'éducation à longue distance, par exemple? Oui, bah alors pour nous, c'est vrai que c'était un double défi, hein, parce que le premier défi, c'était de maintenir notre activité. On est, comme je vous l'ai dit, hein, on est une association de droit local, à but non lucratif, on s'autofinance, on a très très peu d'aide, que ce soit du gouvernement canadien ou français. Donc le but, c'était vraiment de réussir à offrir nos cours en ligne. Et le deuxième défi, c'était de fournir des cours de qualité. Donc pour ça, les défis, c'est des défis techniques. Il fallait qu'on trouve les outils. Il fallait que toute notre équipe se forme à l'utilisation de ces outils. On a pu, grâce à TechSoup, avoir des licences pour Zoom. On a pu, voilà, donc on a eu un premier temps de formation en fait aux outils d'enseignement en ligne. Et puis après, il y a aussi des opportunités. Voilà, de tout ce temps de formation, il y a eu une émulation. Il y a eu énormément de webinaires de proposés et ça nous a en fait aussi vraiment permis de pouvoir en fait s'améliorer tout simplement et offrir des cours de qualité équivalente à distance. Puis c'était quoi, dans le fond, tu parles de la formation de votre équipe là, à s'adapter, à offrir des cours en ligne. C'est quoi, comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça s'est bien fait? Est-ce que vous avez perdu des gens au travers de ça ou est-ce que les gens trouvent que ça fonctionne même mieux que des cours en personne, par exemple? Non, on a vraiment eu une très bonne, vraiment un élan de la part de notre équipe d'enseignants. Donc, quand je parle de formation, ça a été des réunions et aussi de la mutualisation, de de documents et de l'échange de pratiques entre enseignants. Voilà, de créer des binômes de travail et puis de l'entraide entre enseignants.
Donc, beaucoup de collaboration, de solidarité. Mais dans le fond, Oui. cette transition que vous avez faite vers les cours en ligne, est-ce que c'est quelque chose qui va s'offrir seulement à court terme? Puis avez-vous déjà des résultats intéressants qui découlent de cette expérience-là que vous vivez en ce moment? Oui, alors, ça va être une solution pas uniquement à court terme, parce qu'on a une très bonne, on a une très bonne réception des cours qu'on fournit à distance. Que ça soit, on a des retours de nos clients, de nos apprenants qui sont très satisfaits, et aussi des professeurs. Donc, là, à court terme, on offrira uniquement des cours à distance, mais on envisage de continuer en fait à long terme. Peut-être pas 100% à distance. Il y a plein de choses qui sont envisageables, des formules hybrides avec du présentiel et du à distance. Et puis en fait, on en profite en fait pour développer en fait d'autres types de cours dans le futur. Et pour ça, en fait, on va s'aider d'une plateforme en fait qui s'appelle AppoLearn et qui est un outil en fait, qui est une plateforme d'apprentissage collaborative et qui permet vraiment d'offrir un plus au cours en ligne, parce que voilà, quand on prend un cours en présentiel, on a vraiment ce sentiment d'appartenance à une communauté d'apprentissage, on n'est pas tout seul. Et avec cette plateforme qu'on va mettre à disposition de nos apprenants prochainement, il y aura en fait ce sentiment d'appartenance également, mais en ligne. Oui, parce que c'est vrai, quand on prend des cours, on appartient à une classe, à un groupe, on peut se partager de l'information ou des ressources, mais là, quand ça vient à Tout à distance, c'est fait, quelque oui. chose qu'on perd. Donc, c'est quand même Oui. intéressant que vous proposez ça aussi comme solution. Comment est-ce que vous avez aussi réussi à faire la promotion de votre programme pour justement rejoindre des gens côté en ligne, dans le fond? Alors là, ça a été vraiment notre service communication et notre service de la réception qui est en contact avec les clients, qui ont fourni un énorme travail de communiquer sur notre programme, sur notre transition vers les cours en ligne. Parfait. Ben, merci beaucoup, Sarah, pour ton Merci. intervention. C'est très intéressant. On va passer à Catherine Andrews-Clay de Bénévole Ottawa. Donc, Catherine, comment est-ce que vous avez géré durant la crise du COVID-19 le besoin grandissant de bénévolat? Dans une situation de crise, on s'entend que les gens veulent s'investir aussi. Comment est-ce que vous avez géré ce besoin grandissant-là? Alors, Bénévolat Ottawa a commencé très tôt en anticipation de ce besoin. Avec un plan d'action, notre site web a été adapté avec 3 portails, un pour les bénévoles, c'est spécifiquement pour COVID-19. Alors, un pour les bénévoles, un pour nos membres et un autre pour les organisations de notre région. C'était important de mentionner aussi que les services de Bénévolat Ottawa sont disponibles à tout le monde, pas seulement les membres à ce moment, pendant cette crise. Et aussi, on inclut Prescott Russell, le comté de Lanark et le comté de Renfrew aussi pendant cette crise. Alors, dès qu'on a commencé tout le travail, on a identifié 2 grands défis. La première est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aider pendant cette crise. Présentement, on a plus que 1600 personnes qui sont inscrites sur notre portail. C'est incroyable. C'est une bonne problème à avoir. Puis, il y a des raisons pour ça. Il y a des personnes... tout le monde veut faire une différence pendant la crise. C'est incroyable que notre ville est tellement... c'est une collectivité bienveillante, vraiment. Puis c'est aussi pas juste ici à Ottawa. On a entendu des autres centres d'action bénévoles à travers le Canada. C'est le même problème qu'ils ont aussi. Et aussi des organisations ici à Ottawa ont le même problème d'avoir beaucoup de bénévoles qui veulent s'impliquer. Il y a aussi des personnes qui font du bénévolat régulièrement, qui ne peuvent pas maintenant parce que pour une raison ou autre, leur âge, leur santé, l'organisation est fermée peut-être.
Et aussi, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de personnes sans emploi à ce moment qui veulent faire quelque chose avec leur temps. Alors, ça, c'est pourquoi on a tellement de personnes. Puis, mais ça m'amène au deuxième grand défi, qu'il y a peu d'opportunités de bénévoles à faire maintenant. On n'était pas... on n'a pas pensé que c'était la réalité, mais encore, il y a des raisons pour ça. Comme j'ai mentionné, des grandes organisations sont fermées, les hôpitaux, les résidences pour les aînés, les programmes pour les aînés. Et aussi, les petites organisations sont fermées, alors ne peuvent pas recevoir les bénévoles ou ils travaillent à la maison ou quelque chose comme ça. Puis, on a aussi découvert qu'il y a un mouvement de base informel communautaire qui a commencé pendant cette crise pour assurer que les besoins de la collectivité sont satisfaits. Par exemple, les églises et les associations communautaires sont organisées pour prendre soin de leurs membres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en train de communiquer avec plusieurs organisations dans la région pour essayer d'identifier des demandes, comme les jardins communautaires. Je suis en train de parler avec eux maintenant. Puis, il y a différentes... on est en train vraiment de regarder toutes les différentes possibilités. Aussi, nous travaillons avec nos partenaires, comme le réseau de soutien communautaire de Champlain, parce que c'est eux qui s'occupent de tous les besoins bénévolat pour les personnes âgées et celles avec un handicap physique dans notre région. Alors, quand il y a des bénévoles qui sont intéressés de travailler avec des aînés, on les envoie au réseau. Aussi, on envoie des messages à chaque semaine à tous les membres qui sont inscrits, juste pour essayer de les garder engagés et donner d'autres suggestions comme peut-être donner un don de sang ou faire d'autres choses qu'on trouve à chaque semaine. Et nous participons à des webinaires comme celui-ci pour faire savoir qu'on a beaucoup de bénévoles disponibles. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des besoins de bénévoles, laissez-nous savoir. Je suis certaine qu'on peut trouver quelqu'un pour vous. Parfait. Puis si on parle souvent de bénévolat, souvent on a besoin des formations pour être un bon bénévole. Comment est-ce que vous faites pour vous adapter à la distanciation sociale ou à mettre cette formation-là en ligne, par exemple? Oui. Alors, on a divisé les postes de bénévoles pour COVID-19 en 3 différentes catégories. C'est virtuel, c'est comme des appels téléphoniques ou aider des personnes avec la technologie ou des choses comme ça. L'autre, c'est contact minime, puis ça, c'est comme la livraison d'épicerie, quelque chose comme ça. Et l'autre, la troisième, c'est le contact élevé. Et ça, c'est peut-être amener quelqu'un à un rendez-vous médical. Et en inscrivant, la personne doit choisir le niveau où elle est la plus à l'aise. Alors, naturellement, avec le niveau, avec un contact élevé, nécessitera un peu plus de formation. Puis ça, c'est la responsabilité de l'organisation qui embauche le bénévole, parce que c'est tout différent. Chaque organisation, c'est très différent. Nous autres, on a fait une formation qui était limitée à les protocoles de santé et sécurité sur le COVID-19. C'est très général, c'est sur notre site web. Et c'est des choses à penser pour les bénévoles avant qu'ils fassent des tâches. Puis dans le fond, comment est-ce qu'un organisme peut justement assurer la sécurité d'un bénévole? Ou comment est-ce que, tu sais, vu qu'on a un besoin grandissant de bénévolat et moins d'opportunités de bénévolat, comment est-ce qu'un organisme peut en profiter comme opportunité d'avoir des bénévoles actifs au sein de son organisme? Alors, notre message est simple. Si tu n'es pas à l'aise, si tu ne te sens pas bien, si tu es en contact avec quelqu'un qui ne se sent pas bien, ne fais pas du bénévolat. La sécurité est la chose plus importante dans cette crise, pendant cette crise. Et nous avons confiance que nos directives de la santé
sur notre site web, en plus que les autres choses que les organisations font. Il y en a quelques-uns qui donnent les masques ou les gants pour les aider. Ils donnent des conseils très, très spécifiques pour garder la santé, comment laver, même laver votre auto si tu amènes quelqu'un dans votre auto avec toi. Alors, je pense qu'on peut faire ça. La chose, je pense, le plus important est qu'on a déjà commencé à avoir la discussion comment rassembleront les programmes de bénévolat après COVID-19. Parce qu'on est certain que ça va changer tellement. On ne sait pas comment exactement, mais ça ne sera pas la même chose dans l'avenir. Alors, c'est une discussion très importante pour nous avoir. Puis c'est un sujet qui revient beaucoup durant ce panel, c'est de se dire qu'est-ce qui va arriver, c'est dur à prédire, mais au moins il y a des plans d'action qui sont pris maintenant pour pouvoir répondre à des besoins à venir peut-être aussi. Merci beaucoup Catherine pour ton intervention, c'était vraiment apprécié. Et maintenant, notre dernière personne en direct de l'Est ontarien, Nathalie Farlardeau du Patro Ottawa. Vous avez annoncé le début de votre nouvelle direction générale au début même de la crise du COVID-19. D'un point de vue organisationnel, comment est-ce que le Patro s'est adapté à la distanciation sociale et comment est-ce que l'équipe du Patro s'est aussi adaptée? Oui, certainement. Donc, je vais commencer par la première au niveau de nous, de s'adapter. C'est sûr, j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Puis une grande majorité de notre clientèle, ce sont des personnes vulnérables à risque, puis ayant des défis financiers aussi. Donc, on s'est posé plusieurs questions lors de nos réflexions. C'est comment rejoindre notre clientèle, parce qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas branchés, il y en a plusieurs qui n'ont pas accès à l'Internet. Comment est-ce qu'on peut rejoindre nos jeunes? Est-ce qu'ils sont sur Facebook, Instagram? C'est quoi TikTok? Donc, on s'est posé des questions. Les personnes adultes ayant un handicap intellectuel, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Donc, dès la première semaine, j'avais mentionné tantôt, on a fait des appels. Donc, on a fait des appels aux personnes aînées. On a fait des appels auprès des adultes ayant un handicap intellectuel. On est en train de faire un sondage aussi. Qui est branché, qui ne l'est pas. On est en train de penser, est-ce qu'on s'associe à un partenaire pour les activités pour les aînés par téléphone, parce qu'on en a vu passer. Donc, au lieu de réinventer la roue aussi, c'est d'aller rejoindre des partenaires. Demain, on va avoir une activité Zoom. Ça va être l'heure du petit bonheur où on va chanter, jouer de la guitare, des choses comme ça. On fait des dessins. On en a affiché sur Facebook du petit bonheur qui nous encourage puis nous dit que ça va bien aller. Donc, c'est sûr, on a fait des demandes de subventions qui ont été acceptées, puis il faut qu'on regarde des alternatives. Par exemple, on voulait commencer au mois de mars, les samedis francophonie. Malheureusement, ça a été repoussé. On a eu l'approbation de repousser jusqu'en septembre, mais est-ce qu'en septembre, on va être capable de le faire? Donc, il faut penser tout de suite aux alternatives pour offrir des activités d'immersion culturelle aussi pour notre camp d'été. Du point de vue organisationnel, c'est sûr que notre nouvelle directrice générale, Annie Rouleau, est entrée en fonction le lundi 30 mars, donc en pleine période de confinement. Et moi, je lui ai posé cette question-là. Donc, ce que je vais vous répondre, ça vient d'Annie. Donc, Annie a surmonté, tu sais, quand on débute un nouveau poste, déjà là, on rentre dans une nouvelle équipe et il y a des craintes et tout ça. Mais en plus, avec la situation de la pandémie, c'était déjà déstabilisant. Mais elle a apporté dès la première semaine un énorme soutien à l'équipe en apportant vraiment une plus grande structure. Donc, elle a pris le temps, dès son entrée en fonction, pour apprendre à connaître son équipe, à jaser avec nous, puis à se familiariser avec les réalités du télétravail. Parce qu'à ce moment-là, on était déjà chez nous. Donc, on n'a jamais rencontré notre directrice générale autre que Zoom. Donc, oui, elle est très, très sensible au vécu des employés et de la clientèle. Et
on a créé plusieurs comités pour pouvoir travailler en équipe. Puis tantôt, je parlais qu'on est un patro qui fait partie d'un réseau de 7 patros, mais cette situation-là nous a rapprochés encore plus. Donc, les 7 patros offrent des camps d'été. Donc, on s'associe, il y a des comités qui ont été formés pour pouvoir trouver des solutions ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire cet été, par exemple. Il y a des comités de communication, il y a des comités pour les personnes aînées. Donc, on ne travaille pas en silo. Un des avantages, c'est que ça nous a rapprochés encore plus pour pouvoir travailler ensemble. Cette idée de collaboration-là, on le voit beaucoup dans les nouveaux projets que vous avez lancés en raison de la crise du COVID-19. Par exemple, vous Oui. avez lancé le centre d'isolement pour les personnes vulnérables. Comment est-ce que vous avez réussi à établir justement tous ces partenariats, même durant un drôle de moment où on a de la misère à se rencontrer en personne, par exemple? Dans le fond, c'est que aussitôt que Annie, la nouvelle directrice générale, elle est rentrée, elle a dit, OK, on ne peut pas utiliser les locaux parce qu'on n'est pas un service essentiel. Donc, c'est Annie qui a approché la ville, qui a approché les partenaires et dire, on met à notre disposition nos locaux. Qu'est-ce que le patron peut faire pour vous? Puis c'est à ce moment-là que, avec la communication régulière, que c'est devenu un centre d'isolement pour personnes vulnérables. Par contre, ce n'est pas actif encore. Nous sommes un plan B genre. Donc, si le centre routier voit, on espère que non, mais voit un débordement, si les cas augmentent, à ce moment-là, ils pourront référer les personnes, iront au patrouille d'Ottawa pour vivre leur quarantaine. Donc, puis au niveau de, c'est ça, au niveau de notre directrice générale, elle a tout de suite pris contrôle des règnes, puis nous a appuyé énormément là, aussi dans la planification des activités ou de nos tâches dans le court, moyen et long terme. Donc, quand j'ai parlé tantôt plan A, B, C, bien, il y en a d'autres qui s'en viennent aussi parce que tout s'ajuste. Il faut s'ajuster rapidement. Puis si on peut se préparer d'avance, ça va être plus facile la relance. Puis en parlant quand même de relance d'activité, vous restez quand même actif durant votre fermeture, dans le fond. Vous avez même lancé la chaîne d'amitié, qui, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler davantage. Puis c'est quoi la réception des gens qui participent à la chaîne d'amitié? Oui, certainement. Donc, j'ai parlé du réseau des patros, tous les patros. Donc, il y a un patro qui a débuté cette chaîne d'amitié et lors d'une rencontre, la personne en a parlé puis on a décidé, hey, on va faire un lancement des 7 patros de la chaîne d'amitié. Donc, juste pour vous expliquer c'est quoi. Donc, chaque patron vit une réalité commune, mais ils ont aussi des activités qui sont un peu différentes. Donc, pour le patron d'Ottawa, une fois par semaine, il y a des appels qui sont faits auprès des membres du Club de l'amitié, donc pour les personnes aînées. On a une liste de 10 bénévoles qui chacun appelle des personnes. On leur a remis un outil de travail qui peuvent, un genre de guide. Et si jamais les bénévoles ressentent qu'il y a une des personnes aînées qui a besoin d'un suivi parce que soit elle n'est pas bien ou nécessite de la nourriture ou quoi que ce soit, à ce moment-là, les bénévoles communiquent avec la coordination et Françoise Mongeon et c'est elle qui va faire les suivis. Donc, c'est vraiment un lien d'amitié qui se crée entre des bénévoles qui sont eux-mêmes des personnes aînées qui ont accepté d'aider aussi pendant cette pandémie. La réception était fantastique. Parce qu'on s'entend que la communauté aînée est quand même vulnérable durant cette situation-là, surtout ceux qui sont pris dans des maisons pour aînés, qui n'ont pas accès à personne. Donc, mais bravo pour votre belle initiative. Je pense que c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'aide. Puis sur ce, ben, j'aimerais remercier l'ensemble du panel. Vous avez partagé un contenu riche. Je pense que tous les participants du webinaire préfèrent une bonne main d'applaudissement virtuel pour vous remercier d'avoir partagé vos expériences, des choses qui n'ont pas été faciles, mais que vous avez quand même réussi à créer quelque chose de super bien pour la communauté. Donc, ça conclut un peu la section panel pour ce webinaire. Je vais maintenant prendre des questions. On a quand même 6 questions qui ont été posées. Pour ceux qui veulent encore poser des questions, il n'est pas trop tard. Donc, je vais les prendre par ordre qui ont été posées parce que c'est toutes des très bonnes questions. La première question est pour Xavier. Prévoyez-vous présenter votre saison 2020-2021 partiellement sur le web?
Oui, c'est quelque chose sur laquelle on travaille parce que, bon, je suis un peu de l'opinion, puis je ne suis pas le seul à le penser, là, que ces concerts maison-là, ça va faire un temps, mais que les gens vont un peu se lasser de l'expérience basse technologie, sont pas toujours appropriées ou l'image est un peu mal cadrée. Là. Donc, ça marche quand on fait des réunions de bureau, mais voir des spectacles comme ça va devenir un peu lassant. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on veut aller faire, ça va être d'améliorer ça. Donc, c'est un peu la suite là, sur laquelle on travaille présentement, c'est comment faire pour augmenter la qualité technique ou même l'expérience comme telle. Donc, évidemment, ça va prendre des lieux, ça va prendre l'ouverture des lieux. Donc, c'est un truc qu'on pense. Est-ce que si jamais notre 4e salle, qui est notre cabaret, peut réouvrir, est-ce qu'on peut commencer à faire des spectacles? On est déjà connectés, donc c'est pas une immense difficulté. Donc, ça nous permettrait de présenter des spectacles avec ou sans public. Encore là, ça dépend des autorités, mais on espère avec un certain public parce que l'expérience en ligne est un peu froide. On s'entend. Juste tout à l'heure, on a essayé d'applaudir virtuellement, ce qui n'est pas tout à fait, ça ne donne pas beaucoup de chaleur. Donc, on espère qu'il y ait quand même un peu de public pour réchauffer l'atmosphère, pour créer ce moment-là unique. Et éventuellement, on pourrait le partager aux gens qui, ne veulent pas sortir ou ne peuvent pas sortir. Donc, ça nous permettrait quand même de... Donc, c'est un truc sur lequel on se penche. Ça, c'est bon pour les spectacles que moi, je travaille, c'est-à-dire la musique populaire. Évidemment, la musique symphonique, c'est un autre truc. La danse, le théâtre, donc ça, c'est d'autres... ça pose d'autres problèmes de captation, même de possibilité de le faire. Mais en musique, c'est définitivement quelque chose sur lequel on veut travailler, oui. Parfait, merci Xavier. Maintenant, une question pour quelqu'un du panel qui aimerait bien y répondre. Croyez-vous qu'il y a des défis spécifiques pour la communauté francophone en ce qui concerne la récupération de la situation de la COVID-19? Donc, c'est quoi les défis pour la communauté francophone durant ces drôles de moments? Vas-y, Nathalie. Oui, merci. Désolée, ça vient de tomber. Je pense qu'on a vu dès le départ les défis au niveau de même le gouvernement Ford, je crois, qui commençait qui a fait ses revues de presse là, uniquement en anglais. Je crois que c'était déjà un des défis, même que pour faciliter la sortie des éléments pour le nettoyage à main et tout ça, ils ont éliminé la traduction francophone sur les désinfectants à main. Donc, je pense qu'il y a plusieurs défis au niveau de la communauté francophone, surtout en ce temps de pandémie, parce qu'il y a des raccourcis qui sont pris. Donc, moi, j'invite bien sûr la communauté à continuer à garder l'œil ouvert, puis à demander que les choses soient faites en français également. Merci Nathalie. Je ne sais pas s'il y avait un autre panéliste qui voulait adresser. Vas-y, Xavier. Ben, c'est sûr que la difficulté, c'est que à partir du moment qu'on tombe dans le monde numérique, puis des médias sociaux, puis tout, on tombe dans comme l'immensité du monde anglophone. Donc, c'est sûr que c'est juste plus difficile de faire entendre sa voix, d'où l'importance qu'il y ait de nombreuses voix qui le fassent. Donc, c'est excellent que vous fassiez une conférence comme celle d'aujourd'hui, mais c'est important que chacun des organismes continue à entretenir des liens. Ça répond peut-être à une question un peu plus tard, mais ça va être important que tout le monde continue à tisser des liens avec leur communauté. Donc, les médias sociaux, on sait bien qu'il y a cette réciprocité-là, donc il peut y avoir un échange. Donc, je pense que c'est important que les gens occupent de la place pour justement faire entendre, justement, en français, ces idées-là, les préoccupations de la communauté soient importantes, qu'ils soient là. Donc, il faut que chacun prenne son petit part de terrain, puis ça va occuper plus ou moins notre territoire. Merci. Je ne sais pas s'il y avait encore un autre panéliste qui voulait apporter un autre élément à la question. C'est bon, parfait. Donc, merci pour vos réponses. Ça a répondu moi-même à la question. Une autre question, c'est pour les organismes qui ont une programmation qui est très physique. Comment est-ce qu'on peut développer une plateforme virtuelle interactive pour capter l'attention sur une longue période? Surtout quand on travaille avec un groupe plus jeune, par exemple. Vas-y, Xavier, je t'ai vu en premier. Oui, bien, je parle un peu d'expérience personnelle aussi. J'ai des enfants à la maison et tout. Donc, je pense qu'il faut arrêter de penser qu'on fait la même chose. Premièrement,
c'est quand même un temps, moi je pense que c'est un temps d'attente. Donc, si je parle de mon expérience professionnelle, je rêve qu'on va reprendre, que les gens vont revenir voir des spectacles. J'y crois, je le souhaite et j'en rêve. Mais aussi, pendant ce temps-là, on fait des trucs comme là de salon qui sont plus comme de la vidéo et tout ça. Mais je pense que mes enfants qui font des sports, ben, ils ont réussi quand même à avoir un certain contact avec leur sport en ayant des sessions vidéo. J'ai mon petit qui faisait du judo une fois par semaine. C'est un entraînement. Mais c'est sûr que c'est un peu étrange parce qu'il est tout seul devant un écran. Puis la coach est à Montréal. Mais au moins, il a quand même gardé ce lien-là. Ma fille aussi a fait des trucs. Et je pense que c'est juste d'inventer des activités qui sont un peu en parallèle, qui sont un peu connexes, mais je pense que ça garde au moins le lien, l'attachement avec ces activités-là. Peu importe, je pense qu'il y a toutes sortes d'idées. Les gens sont très créatifs. Donc, il y a toutes sortes d'idées possibles à faire, mais il faut un peu essayer de sortir de notre mandat premier ou de l'activité. Ça ne sera pas la même chose. Il faut juste la transformer. C'est un moment particulier, puis on va passer à travers. Parfait, Nathalie. Oui, dans le fond, ça va dans la même veine. Donc, c'est de créer des outils ou des capsules vidéo ou des affiches sur les médias sociaux qui motivent la jeunesse à participer. Ce que j'ai entendu de certains parents, c'est que les enfants ont déjà les défis de faire l'école en ligne et que l'après-école est plutôt essayer de faire quelque chose avec la famille. Et là, on se penche surtout pour des activités enfants-parents. Donc, nous, on a créé une page web avec des jeux et passe-temps, des ressources pour les enfants et les parents, pour qu'ils puissent faire aussi après le temps d'école. Oui, Sarah, vas-y. Oui, oui, bah je rejoins totalement Nathalie et Xavier. Je pense qu'on ne peut pas faire la même chose en ligne qu'en présentiel, mais c'est possible d'adapter. Nous, je sais qu'on a basculé nos activités culturelles en ligne, donc on fait par exemple des cafés-discussions pour maintenir quand même l'interaction en groupe. Il y a des outils qui existent, qui te permettent, c'est comme aujourd'hui, on arrive à faire ce webinaire. Après, concernant les enfants, on ne peut pas faire la même chose. Je pense que ce qui est important, c'est d'adapter, de raccourcir énormément le temps selon l'âge. C'est différent hein, selon l'âge, mais de vraiment raccourcir le temps de l'activité. Et puis, après, on est souvent très surpris parce que parfois, ils maîtrisent extrêmement bien les outils numériques et ils peuvent vraiment s'emparer de ce moment en ligne. Nous, on le voit dans les cours qu'on a. On a très peu de cours pour enfants, mais on en a. On arrive à faire des choses vraiment très intéressantes. Parfait, merci, Sarah. Je pense que vous avez apporté des très bons éléments à cette question. La prochaine question, c'est malheureusement, suite à la situation actuelle, le déconfinement de la société et le monde, on dirait qu'on marche sur des œufs. Là. C'est une drôle de situation, on marche sur des œufs. Si jamais, pour une raison ou une autre, le COVID-19, il y a une autre augmentation suite au déconfinement, on revient dans une drôle de situation comme ça. Est-ce que vous allez être mieux outillé au niveau technologique? Puis c'est quoi vos stratégies si jamais ça se reproduit? Est-ce qu'on est plus prêt à cette situation-là, par exemple? Ne répondez pas tout en même temps, là, je vous entends tout parler, puis vas-y, Sarah. Alors, c'est un petit peu une vision qui fait froid. Enfin, ça fait un peu froid dans le dos d'imaginer, mais en effet, c'est possible. Hein, une deuxième vague est possible. On n'est même pas encore déconfiné qu'on en parle déjà. Mais est-ce qu'on est mieux préparé? Je pense que ça dépend des activités. Mais en effet, là, on est en train d'apprendre de cette expérience. Et nous, vraiment, ce qu'on en retient, c'est qu'il
il faut vraiment essayer de s'inscrire dans un réseau si on en a un, ou de mutualiser. Je pense que quand on est confronté à une crise comme ça, on ne peut pas tout réinventer. Et il faut adapter nos outils au fur et à mesure, se les partager. Et voilà. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait répondre? J'avais vu quelques mains quand j'ai fait mon commentaire. Vas-y, Nathalie. Oui, dans le fond, je pense que c'est un des plans qu'on aborde. Donc, tu sais, quand on a parlé tantôt des différents plans à court terme, moyen terme, long terme, mais ça, c'est un plan de qu'est-ce qui arrive si jamais, lors du déconfinement, il faut se revenir en arrière. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'apprentissage des outils de travail est déjà en processus maintenant. Donc, ce côté-là va être plus facile à gérer. Parfait, merci. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait. Vas-y, Yael. Oui, donc effectivement, donc il y a une deuxième vague est fortement possible, mais aussi ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a, je pense, une transformation de la façon de travailler. Donc, par exemple, le télétravail est quelque chose qui est une tendance qui est amenée à rester. Ça ne sera pas à 100%, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont la possibilité de travailler alors qu'ils avaient une barrière justement au travail. Peut-être parce qu'ils avaient des maladies chroniques ou bien ils prenaient soin ils avaient des dépendants, ils ont des problèmes pour la garde d'enfants. Donc, c'est vraiment une facilité qui est en train de changer. Donc, euh, euh, là, maintenant, avec toutes ces démarches, on est plus équipé, on est mieux équipé à faire face à une deuxième vague par rapport à ce point de vue. Mais il y a aussi une autre opportunité qui est euh, de faire un peu un audit, vraiment un audit des risques et de voir quelles sont les stratégies de mitigation qu'on peut mettre en place dès maintenant. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui pour prévenir une deuxième vague ou bien voilà, des conséquences qui pourraient venir. Oui, disons que la meilleure manière de prévenir s'il y a une deuxième vague, c'est de la prévenir la vague elle-même. Absolument. Xavier, je ne sais pas si tu voulais finaliser cette question-là. Moi, je vais juste dire que c'est sûr que ça fait extrêmement peur. C'est beaucoup toutes les conséquences économiques de cette deuxième vague-là. Là. La durée, ça va juste étirer la durée du confinement puis de l'arrêt de tout ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est un aide d'urgence. Je ne sais pas si on va être capable si on serait capable de répliquer ça. Je ne sais pas si le public serait aussi au rendez-vous. Puis j'ai aussi peur aussi, c'est vraiment aussi comme l'isolement des gens, surtout si cette vague-là avait lieu, mettons, pendant la saison hivernale où on voit moins les gens. Là, on est quand même capable de circuler dans les rues. C'est ces conséquences-là aussi qui me font peur. Puis je pense pas qu'on est si bien outillé pour rejoindre les gens qui sont seuls ou en couple ou en petits groupes à leur maison. Puis tout le côté éducation aussi, on n'est pas du tout prêt pour ça. Là. Vraiment, l'école à la maison, on est en train de l'improviser dans chaque province avec plus ou moins de bonnes pratiques. Je ne sais pas si la deuxième vague arrivait assez rapidement. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de faire vraiment un état des lieux puis de vraiment améliorer les choses. Donc, on continuerait un peu dans cette vague un peu improvisée-là. Puis ça, c'est un peu dommage pour ces jeunes-là là, qui seraient des victimes de ça, mais c'est pas facile. Et tout le personnel enseignant aussi là, qui se démène, là, qui apprend, qui vont apprendre à mesure. Donc, ça fait quand même peur. Oui. Sur ce, on va même poser la prochaine question. On va prendre peut-être 2 autres questions, puis ça va être la fin du panel pour pas prendre le temps à tout le monde non plus. Mais la prochaine question, ça peut être peut-être plus posé vers Catherine, parce que c'est comment arrivez-vous à gérer vos bénévoles à distance et quelles sont les tâches qu'on peut leur donner à distance, par exemple? Comme j'ai mentionné, on a des exemples de postes virtuels qu'on a. Puis ça dépend de l'organisation qui a les besoins, mais on avait quelques-uns la semaine passée. Quelqu'un avait besoin de quelqu'un pour faire des changements à leur site web pour un des organisations. L'autre, c'était d'appeler des personnes
je pense, avec dementia. Ça, c'est un autre des appels téléphoniques. Alors, il y a différentes options. Et la formation, ça fait tout en virtuel aussi. Ça, c'est un peu un défi pour être certaine que les personnes comprennent toutes les exigences de la poste. Mais ça fait. Parfait, merci Catherine. Je ne sais pas si les autres panélistes avaient aussi des idées de tâches qu'ils font faire à leurs bénévoles de façon longue distance. Non? Parfait. Donc, on va passer à la prochaine question. Puis ça va être la dernière question du panel. Quelles mesures mettez-vous en place pour que votre personnel se sente à l'aise lorsqu'ils reviennent au travail ou pour que leur vie maison-travail soit quand même bien balancée chez vos organismes? J'attends une première personne qui se porte volontaire pour répondre à cette question. Vas-y, Nathalie. Donc, c'est plutôt une question qu'on pourrait poser peut-être à la direction générale. Donc, mais je peux vous dire, en tant qu'employé, le contact direct qui est toujours présent avec une équipe. Il y a toujours un travail pour le déconfinement. Donc, on a déjà un comité qui se penche sur la question du retour. Est-ce qu'on peut dire à la normale? Je ne pense pas dans les prochaines semaines ou mois, mais c'est comment est-ce que on peut garder la santé et le bien-être des employés à la maison. Ça, c'est un des thèmes. Comment est-ce qu'on peut les garder sur le lieu de travail lors du déconfinement? Donc, on a une équipe de travail aussi qui est uniquement, qui travaille sur le déconfinement au niveau de la clientèle, la sécurité, les affiches, la circulation. Qu'est-ce qui arrive si on a une permission de faire un camp? Est-ce que à ce moment-là, c'est quoi la sécurité de la clientèle qu'on peut assurer? Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Ah oui, il y a des petits brins de réponse dans ta réponse. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait un autre panéliste qui voulait aborder le sujet. Vas-y, Xavier. Ben, c'est clair que ça va prendre un temps pour revenir à la normale. Ça, il n'y a pas à dire. Quand les gens vont se retrouver ensemble, il y en a qui vont avoir peur, il y en a qui, il va y avoir toutes sortes de réactions, de la même façon qu'on a toutes sortes de réactions par rapport à ça. Donc ça, je pense que c'est clair que ça va prendre un temps, qu'il va falloir laisser les choses aller. On ne peut pas revenir. C'est pas vrai que c'est pas un retour de vacances, là. Tout le monde, on va réapprendre à travailler ensemble dans plus ou moins le même lieu. Avec les nouvelles règles, tout ça. Donc, on a une nouvelle habitude de télétravail, de se voir par écran interposé. Et il risque d'avoir ça même à travers les mêmes bureaux. Il y en a, en tout cas, ça va être un peu étrange. Je pense qu'il va falloir se laisser du temps. Puis peut-être prendre plus de temps qu'on le faisait avant pour se demander comment ça va réellement. Là, on fait tout notre truc, on est tous concentrés au travail, à parler de travail, mais là, je pense que ça va être important que les gens soient à l'aise à pouvoir exprimer à leur superviseur ou leur supérieur là, comment ils se sentent, puis dealer avec ça. Là. Ça va prendre beaucoup d'humanité dans ça. Je pense que la crise COVID-19 nous a donné aussi beaucoup de temps à nous à juste réfléchir. Puis j'aimerais vous dire un grand merci à vous d'avoir partagé vos expériences, parce que ça nous a fait beaucoup réfléchir sur notre travail, sur nous-mêmes, sur notre programmation, comment est-ce qu'on peut quand même l'offrir durant la crise du COVID-19. Encore une fois, je pense que vous avez été un panel exemplaire pour comment vous adapter, puis être résilient, puis démontrer que vous pouvez quand même avoir du succès dans votre programmation, même si on est près à la maison, même si c'est à faire de façon virtuelle ou adapté à la distanciation sociale. Encore une fois, l'ACFO d'Ottawa vous dit un gros merci au panel et aux gens qui ont participé.